C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il y a ça. Pour participer à ce temps de presse. Et sans constituer un principe. Aujourd'hui, on va nous consacrer au fondement donc les questions socio-économiques, les questions de la parole où le président est fondé pour donner le temps. Il nous parlera de la situation actuelle en ce qui concerne les élections qui se pointent à l'horizon. Merci. Et membres de la plateforme de la société civile, les Full Day. Et à ce titre, nous sommes pleinement acteurs du processus électoral auquel le gouvernement et les échéances nous invitent. C'est pourquoi, dans le cadre de cette activité, je me permettrai de vous faire part de nos réserves pour ce qui est des conditions juridiques et politiques de l'organisation de ces échéances électorales. Mes chers compatriotes, vous avez suivi comme nous tout le processus qui nous a emmenés à cette situation où le gouvernement nous invite aux élections présidentielles pour le 20 mars. Alors que les échéances constitutionnelles prévoyaient cette élection pour le mois de juillet 2016. Je vais fonder un peu mon argumentation sur 3 points pour vous montrer que l'histoire nous habitue. Dans leur propre constitution, que nous avions refusée, mais qui a été promulguée, il est dit, en l'article 69, que la Constitution a fixé les conditions maxima et minima d'organisation d'élections. C'est-à-dire qu'en réalité, du point de vue de cette Constitution-là, les élections ne peuvent pas avoir lieu avant le mois d'août 2016. Donc une constitution qui vient d'être promulguée, déjà violée. Le président de la République a décidé, pour surprendre tout le monde, d'emmener ces élections
au mois de mars, alors que les dispositions transitoires de la Constitution qu'il nous a imposées, si vous faites la lecture croisée de l'article 69 et le 244, vous vous rendrez compte que techniquement, il ne lui est pas permis d'organiser ces élections là au mois de mars. Bien entendu, le gouvernement a fait de concessions importantes en concédant. Et il fait même plus. Il raccourcit encore la date par rapport à la première date fixée. Il décide que non, c'est encore trop loin. Il ramène cette date de façon plus proche. Et le Parlement n'avait pas encore voté la loi mettant en place la CENI. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à aller aux élections avec une loi qui crée la commission électorale indépendante, alors que c'est le ministère de l'Intérieur et la direction des affaires électorales qui continuent de faire comme si de rien n'était. Bien entendu, les partis politiques qui sont impliqués dans ce processus voient que leur intérêt, ils se battent pour avoir des délégués au niveau de la commission électorale indépendante. Mais nous sommes société civile. Nous sommes l'œil du peuple. Nous attirons l'attention de ce qu'il ne s'agit pas seulement d'occuper des postes au niveau de la commission électorale indépendante. Il s'agit de faire que cette commission électorale soit effectivement indépendante, mais aussi qu'elle soit maîtresse du processus électoral. C'est-à-dire que, logiquement, c'est la CENI qui fixe la date des élections, c'est la CENI qui gère tout le matériel électoral, c'est la CENI qui commande le fonctionnement de l'armature électorale. Or, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur. On regarde à la télévision les partis politiques défiler pour aller rencontrer le ministre de l'Intérieur, comme si de rien n'était. Alors que ce n'est pas logique. Le deuxième exemple. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections au moment où nous avons beaucoup de compatriotes, dont certains leaders d'opinion, pour ne parler que de Paulin Makaya par exemple, on y reviendra, qui sont en prison. Est-ce que vous pensez qu'une élection qui doit être l'expression de la volonté des citoyens ne peut pas être modifiée du fait qu'un leader d'opinion est en prison? Parce qu'il est en prison, il ne peut pas parler, il ne peut pas battre campagne, il ne peut pas manifester son opinion. Et par conséquent, ceux qui sont derrière lui ne peuvent pas non plus suivre cette opinion. Alors, il y a près de 300 de nos compatriotes qui sont en prison parce qu'ils se sont manifestés lors du débat sur la Constitution. Est-ce qu'on peut aller à ces échéances électorales en privant plus de 300 de nos citoyens, de nos concitoyens, y compris des leaders d'opinion, de leur liberté d'expression? Ça aussi, il faut, en tant que société civile, nous devons essayer de poser ces questions. En fait, je vais terminer par ma troisième interrogation. Vous avez suivi ce qui est arrivé au général Mokoko. Est-ce que nous pouvons logiquement aller aux élections au moment où, parce que l'on s'est déclaré candidat, que les autorités, je parle d'autorités parce que j'étais à l'aéroport, et vous connaissez la configuration de l'aéroport Maya-Maya, il n'y a pas de pierre là-bas. C'est un espace protégé par la police. Comment se fait-il qu'un candidat soit caillassé, bousculé, et que des militants qui sont venus l'attendre soient battus et qu'on leur ravisse des documents et des téléphones? Est-ce que les conditions permissives sont réunies pour aller à ces élections-là? Je pense qu'il faut que les Congolais, que chacun, malgré ses prises de position, nous parlons en tant que société civile. La société civile, par définition, ne s'aligne pas
sur des considérations de politique politicienne, mais la société civile veille aux intérêts du peuple. Et les intérêts du peuple commandent également qu'on tienne compte de certains symboles. Le 4 mars, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'habite à Talangaï. Ma maison a été soufflée ce jour-là. J'ai des voisins qui sont morts. Et on choisit justement cette date-là, douloureuse, pour dire que, bon, on banalise, on lance une campagne. Et si nous, citoyens, nous disons que cette date nous rappelle de mauvais souvenirs et qu'on refuse, on va nous envoyer la police pour nous taper. Est-ce que ce n'est pas de la provocation, cela? Je crois qu'il est de notre devoir en tant que société civile. Parce que la société civile, c'est les usagers aussi. Nous avons invité ici les retraités, les maltraités des entreprises liquidées qui n'ont pas perçu leurs droits. C'est pour arriver à fédérer cette société civile. Ce n'est pas seulement une question politique. Nous allons vers les échéances. Celui qui va gagner, il va dire « je ne suis pas concerné par les engagements et les malfaçons de celui qui est parti ». Par conséquent, c'est peut-être le moment, puisqu'on arrive au terme des échéances, pour que nous nous mobilisions, pour exiger que nos situations soient réglées. Voilà un peu, à mon niveau, nous y reviendrons si vous avez des questions, ce que je tenais à vous dire pour replacer le cadrage juridique et politique de notre entretien de séjour. Je vous remercie. C'est un sujet très vaste. Sont devenus des instruments de répression politique au service d'une idéologie fondée sur le clanisme et le mépris du peuple. Il y a beaucoup d'arrestations arbitraires dans le pays. Nous voulons donc attirer l'attention des forces de l'ordre qui ne doivent pas tirer sur les Congolais, qui ne doivent pas opérer en dehors du cadre légal. Nous déplorons également donc les arrestations arbitraires qui s'opèrent de nuit comme de jour. Notre jeune démocratie traverse une période de crise. Et cette période a été voulue, je dis bien a été voulue, par le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le seul responsable de cette situation. Parce qu'il essaie de tromper le peuple, et nous savons très bien que les causes de cette crise, c'est d'abord l'obsession du pouvoir personnel et la volonté de domination et d'intimidation. Nous savons très bien aussi qu'il y a la violation constante des textes fondamentaux, comme vient de le dire le professeur Marion tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a aussi ces fameux groupes, hein, l'excitation des jusqu'au-boutistes, des faucons, des carnassiers, hein, qui confirment aujourd'hui qu'on est dans une dictature. Et je pense qu'une force auxiliaire de la force publique a été donc instaurée parce que c'est une milice. C'est une milice qui est en place, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on voit bien des policiers qui sont lourdement armés et qui sont cagoulés, qui se promènent, des véhicules sont connus. Mais ça, c'est du jamais vu, c'est de la terreur. Donc, on ne peut pas instaurer une démocratie pluraliste dans ces conditions. Et on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Chacun doit être à sa place. La police ne peut pas jouer le rôle de la force, des forces armées. Il ne peut pas détenir des lance-roquettes, des FEM, hein, des armes lourdes. Donc vous voyez pourquoi nous, en tant que société civile, nous essayons de dénoncer cela, parce que la résurgence des supplétifs de la force publique, c'est-à-dire donc des milices que je viens d'évoquer, s'explique donc par la volonté affichée de conserver le pouvoir. Voilà le véritable mobile. Donc l'initiative de cette nouvelle milice privée
d'État. Il faut l'appeler, c'est une milice privée d'État parce que dans ces éléments de la police, on a infiltré des éléments qui ne sont pas réguliers. On sait très bien que c'est des anciens ninjas ou anciens cobras qui n'ont jamais été réintégrés dans l'armée et qu'on a pris justement pour faire le travail, je ne sais pas, des voyous. Nous savons très bien qu'aujourd'hui on nous parle des bébés noirs, je ne sais pas quoi, mais ces éléments, on sait là où ils se retrouvent et quels sont les objectifs, comment ils opèrent. Moi-même j'ai été visité, vous le savez, j'ai été visité dans la nuit du 30 au 31 octobre. Je ne serai pas avec vous, je serai mort puisqu'ils voulaient m'assassiner. Je les entendais dans la chambre où j'étais. Je n'ai pas fait cette révélation parce que j'estime que je suis même traumatisé. Les gens qui sont rentrés chez moi à partir de 1h30 jusqu'à 4h15, ils étaient plus d'une centaine. Une trentaine dehors, au moins 80, il y avait 11 BJ, 2 coafters et une petite voiture. Moi, je les ai vus. Donc, heureusement, les éléments qui gardaient étaient sortis. On a trouvé une seule personne qu'ils ont amenée. Ils ont pointé une arme. Ils ont mis un silencieux. Ils voulaient la battre en disant « Il faut nous montrer où se trouve Maître Massengo Tchassou ». Mais ils ont fouillé. Mais ils sont passés à côté de moi. Grâce à Dieu. Je le dis, grâce à Dieu. Je ne sais même pas. Je me pose la question, comment ils ne m'ont pas vu? Je suis un grand croyant et je crois que j'ai eu la protection de Dieu et la bienveillance du cardinal Émile Bayenda, qui a une place au forum. Donc je pense qu'il faut que nous disons au pouvoir public d'arrêter ce genre de pratique. On va aller aux élections, le meilleur gagnera, c'est tout. On nous a imposé une constitution, mais on va y aller. Ce n'est pas la peine de faire une intimidation. On arrête des gens. Le préalable que nous posons, nous, en tant que société civile, c'est de libérer tous ceux qui ont été emprisonnés depuis septembre. Tous ceux qui ont été emprisonnés depuis les premières manifestations anti-référendum. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a armé des gens avec des armes de guerre, des civils, les policiers incontrôlés. Donc on a torturé des gens dans les commissariats et on arrête les gens sans raison valable et on les fait libérer moyennant des grosses sommes. Et ça c'est malheureux. Quand on arrête quelqu'un, d'ailleurs la petite somme maintenant c'est 30 000. On vous arrête pour vous faire sortir, c'est 30 000. Sinon ça va jusqu'à 200 000. Mais c'est du rackettage. Un rackettage donc qui a été, si vous voulez, validé, hein, qui a été validé par les autorités de la force publique. Donc, on a déféré donc sans mandat à la maison d'arrêt de nombreuses personnes, notamment des opposants politiques, notre ami Paulin Makaya, qui purge, je ne sais pas, on ne peut pas dire une peine, qui est séquestré pour l'empêcher d'assister au débat national. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure dans un pays. Et tout citoyen a le droit de participer à ce débat. Et on prive un éventuel candidat de participer à ce débat. Et c'est très malheureux. Et je pense que l'élection ne pouvait pas avoir lieu. Ne fût-ce que pour avoir le bon sens, c'est libérer tout le monde, aller en compétition. Et malheureusement, on ne le fait pas. Donc, le problème du général Marie-Michel Mokoko, c'est flagrant quand même. Nous sommes dans un pays où nous avons des règles et nous avons eu un honorable représentant dans une institution internationale qui s'est occupé de la paix et de la sécurité. Et il rentre dans son pays, il est dans l'insécurité. Mais c'est vraiment malheureux. C'est très malheureux. Ça, c'est des choses qui sont effroyables. Et je vous dis, la responsabilité
du premier magistrat incombe dans cette situation de chaos. Il faut... donc, nous disons, les responsabilités doivent être établies pour éviter que l'injustice annule gravement le poids naturel du droit. C'est ce que je voulais dire en conclusion. C'est tout. Merci, Monsieur le Président. C'est très triste. Comme souvent, il est dit que le Président de la République et le Premier magistrat ne pèsent pas sur les dérapages qu'il y a au niveau de la nation. Et bien donc, je veux commencer par le problème des maraîchers expropriés le long du chemin nouvellement bâti à Corniche. Ce sont donc les premières victimes des expropriés de la glacière. Ici, nous disons que la société civile tout entière, en un mot, déplore le mauvais traitement que subissent jusqu'à ce jour les expropriés de la glacière, notamment le collectif des maraîchers du fleuve Congo. Ce terrain est exploité depuis 1890, avant que le domaine présidentiel ne s'étende jusque-là. Nous avions des vieilles mamans qui ont obtenu des cartes de membres depuis les années 60. Je pensais même avoir une copie ici que j'allais vous montrer. Malheureusement, depuis 2013, ce collectif a été exproprié sans être indemnisé. Et alors, il s'est passé que, ayant été recensé normalement au nombre de 458 membres qui travaillaient sur ce terrain, très actifs, malheureusement, au jour de l'indemnisation, une liste fictive de 448 personnes est sortie des mains des responsables de la présidence. Juste 3 jours après leur enrôlement, ils ont gagné chacun de 700 à 900 000 francs. Alors que jamais ils n'ont été pratiques sur le terrain, c'est des éléments incontrôlés et inconnus des maraîchers qui exercent sur le terrain. Fort malheureusement, ils ont encore duré 3 mois encore pour attendre ou pour s'attendre à quelque chose. Et ces montants qu'ils ont reçus après les 3 mois vont de 14 000 à 200 000 pour ceux qui ont eu la chance. Vous voyez, pour un homme, ou disons pour la maman qui a eu sa carte de membre en 1960, qui a grandi des fils, qui sont aujourd'hui des cadres de l'État, moyennant cet exercice, avec des petits-fils, aujourd'hui se retrouvent à un âge avancé, chômeurs dans une maison, juste pour l'envoyer vers la mort, parce que l'état de santé demande le bien-être physique, mental, social. Si physiquement on n'est pas capable de gérer, socialement et économiquement, c'est la mort qui intervient. D'où effectivement, nous allons constater que parmi ces expropriés, il compte aujourd'hui près de 45 membres décédés, juste dans le souci qui a mené vers eux ou des AVC ou je ne sais, ou l'incompétence. Pour cela, nous disons et interpellons la présidence, notamment que le président de la République, si il n'avait pas cet aperçu du malheur que vivent ces hommes pour lesquels il déploie le slogan de la tranquillité des esprits et la paix, qui n'honore pas aujourd'hui cette société congolaise, qu'il l'entende aujourd'hui, que vraiment cette situation est très alarmante et qu'il fallait bien qu'il trouve un terrain approprié et ainsi indemniser ces hommes afin qu'ils reprennent leur vie. Et donc, c'est ça que je voulais apporter comme contribution
dans cette injustice sociale qui commence par la présidence. Nous pensons souvent que quand un problème devait rentrer dans la présidence, c'est juste pour une résolution dans la satisfaction des besoins socio-sécuritaires de la population serait malheureusement parler ici des expropriés, plutôt des pas expropriés, de plus de 200 personnes chassées de leurs maisons respectives dans le district de Mindouli. Depuis 1998, l'armée s'est intéressée d'habiter les terres du district de Mindouli. Que de construire, ou au préalable, nous savons qu'ils sont très forts matériellement, qui pouvaient avoir des tentes qui leur serviraient pour le premier temps d'abriter les terrains de Mindouli et ensuite construire. Ils ont préféré, par des actes de vandalisme, sortir plus de 200 personnes de leurs maisons respectives. Papa, maman, enfants se sont retrouvés dehors, aujourd'hui forcés d'être locataires. Quel que soit le cas qui vous arrivait, décès d'un parent, vous n'avez accès à votre domicile. C'est impensable à entendre, mais c'est juste et vrai. Puisque ces hommes existent et qui sont dans la salle. Du jour au jour, ils sont dans les pleurs, dans les larmes, pendant que la République parle et prône de la paix. De quelle paix s'agit-il? De fous-moi la paix. De quelle paix s'agit-il? De la paix de la mort ou de la mort? Je pense que ça, c'est envoyer les gens dans la mort. Et donc, ces hommes, jusqu'à aujourd'hui, je disais, n'ont pas de domicile. Vous voyez, de 1998 jusqu'en 2016, ça fait combien d'ans? Presque 20 ans pratiquement, je pense, ou plus. Donc, il n'y a pas de respect, comme vient de dire Maître Massengo, pour le droit de l'homme. Il n'y a pas de droit au Congo, sinon que la République s'investissait pour résoudre ces problèmes. Fort malheureusement, dans ces plus de 200 personnes qui n'ont plus d'abri, il y a un journaliste que vous connaissez très bien d'ailleurs, Maxime Dinao Diaomba, qui gagne 200 000 francs de mensualité pour sa location. Par quelle voie est-il passé? Ça paraît mystérieux pour les autres. Est-ce que c'est parce qu'il y a un rattachement dans les affinités familiales ou je ne sais? Sinon que pour les autres, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont aucun franc. Et la situation ne semble pas aller vers sa résolution. Donc, parler de la paix en République du Congo, c'est une fausse affaire parce que, comme disait Nelson Mandela, personne ne pourra se reposer en paix tant que des gens seront courbés par le poids de la faim, de la maladie, du manque d'éducation, et tant que des centaines ou des millions de personnes à travers le monde vivront dans l'insécurité et la crainte quotidienne. Le Congolais n'a plus sa place dans son pays. Nous sommes pourchassés pour des causes que peut-être eux seuls les gouvernants connaissent. Mais pour nous, nous disons toujours que le Congo est notre maison commune, dont tous avons le droit, et le pouvoir appartenant au peuple devait se faire de telle sorte que le peuple soit respecté. Ça ne sert à rien de courir après le peuple quand il s'agit de fin de mandat, et surtout pour ne pas valider ce dont il fait montre dans les urnes. Donc, merci beaucoup. Voilà ce que je tenais à vous dire. Aux représentants du mouvement. Pensez sans avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes illégalement incarcérées dans les geôles privées, je dirais geôles privées. Je ne saurais commencer sans avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes ces personnes décédées le 20 octobre 2015 dans les rues de Brazzaville, pendant que les partisans de cette nouvelle république faisaient sauter du champagne pour célébrer le forcing de leur nouvelle constitution imposée au peuple.
Je ne saurais commencer sans avoir une pensée pieuse à toutes ces personnes qui ont laissé leur vie pour défendre ce beau pays que nous partageons, à tous ceux qui sont tombés sur le front de la liberté, à tous ceux qui, dans l'anonymat, ont payé les frais pour avoir dénoncé les abus d'un pouvoir clanique, d'un pouvoir qui ne pense qu'au triomphe de ses intérêts égoïstes. Chers participants, le 9 octobre 2015, le mouvement citoyen ras-le-bol auquel j'appartiens a eu l'initiative d'organiser une marche pacifique pour contester la tenue d'un référendum illégal. Et d'ailleurs, ce qui était de notre droit en tant qu'association, en tant que mouvement. Mais, comme vous le savez tous, cette marche a tourné au vinaigre. Nous avons été victimes de la violence politique, victimes de la violence de ceux qui n'ont pas la force de l'argument, mais l'argument de la force. Nos militants ont été ce jour-là capturés, arrêtés, transportés à la DGST, accusés d'avoir fomenté un coup d'État, et puis, avant d'être transportés dans la maison d'arrêt et dans des conditions misérables, dans des conditions misérables, dans les mauvaises conditions qui portent atteinte aux droits de l'homme, qui portent atteinte aux droits et libertés des personnes, qui portent atteinte, j'allais dire, à la dignité humaine. Les conditions de détention dans les maisons d'arrêt sont très médiocres. Les prisonniers n'ont aucun droit et mangent des aliments, que je dirais des aliments qui ne sont pas comestibles. Les conditions de détention misérables, très misérables. Et j'ai encore une pensée pour tous ceux qui, malgré ces conditions, s'accrochent à la vie. Sinon, je dirais que ce milieu n'est pas vivable. Avec des odeurs nauséabondes, des urines partout dans tous les couloirs. Et les hommes vivent là-bas. Les hommes sont incarcérés là-bas. Les hommes passent 20 ans de prison. Les hommes passent des années là-bas, dans ces conditions de vie. Je me demande comment ils arrivent à vivre. Donc, ce jour-là, nous avons été arrêtés, nous avons été dispersés par les bombes de la police politique. Après avoir escorté notre marche pendant au moins 1 heure du temps, ces hommes ont pensé, bien après, nous disperser à coups de bombes lacrymogènes, sans aucun motif légal, alors que nous avions le droit, conformément à la Constitution en vigueur, de manifester notre mécontentement, de dire ce que nous ne partageons pas comme point de vue. Malheureusement, ce jour-là encore, l'argument de la force a pris le dessus sur la force de l'argument. Pendant que plusieurs associations créées par-ci par-là à la va-vite ont le droit de faire des marches, ont le droit de se mouvoir, de mener leurs activités sans être inquiétés. Mais les partisans du non au changement de la Constitution semblent être étouffés. Et nous étions étouffés. Nous n'avions pas le droit de dire ce que nous pensions. Alors que les marches du oui, je dirais les marches du oui, ont été autorisées, organisées, sans problème. Quel genre de république où on prend l'uniformité des idées? Nous ne pouvons pas avoir les mêmes points de vue. Et c'est ça l'expression démocratique. C'est ça le pluralisme démocratique. Sommes-nous toujours restés au monopartisme? Je ne pense pas. Mais je pense, et je lancerai un appel aux autorités publiques d'éclaircir cette situation. Si nous sommes en démocratie, les citoyens doivent avoir le droit de jouir de leur liberté. Et
Contrairement, si nous sommes en dictature, comme il me semble le cas, qu'ils ne nous disent, nous ne pouvons pas vivre dans un État démocratique et puis se voir interdit le droit de mener ses activités associatives, le droit de manifester, le droit de dire non, le droit de faire des marches pacifiques, le droit de s'opposer pacifiquement. Ce jour-là est un jour très marquant dans nos vies, car ce jour nous avons tenu la première marche et la dernière marche dans l'histoire du Congo depuis le retour au pouvoir de M. Sassou. C'est la première marche pacifique que nous avons tenue ce jour-là. Et cette marche, comme vous le savez, s'est terminée dans des conditions que je ne décrirai pas, que vous connaissez. Pour finir, je lance un appel à toute la jeunesse congolaise, à cette jeunesse consciente, à cette jeunesse adepte du sérieux national, à cette jeunesse que nous incarnons, à toutes les populations congolaises dans le sens large, sans distinction, sans discrimination de race, d'origine, d'appartenance politique, de religion, de vouloir se regrouper, de former, de se réunir autour de cette alternative que nous proposons, cette alternative citoyenne que nous proposons, de briser le silence, de dire ça suffit. Comme nous le disons tous, notre engagement n'est pas un crime. Non, je redirais que notre engagement n'est jamais un crime. Tous, faites ce que vous pouvez faire dans le cadre de vos libertés. Ne vous fixez pas des barrières mentales, car la République a besoin de nous. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront combattre pour notre liberté. Si nous ne combattons pas, nous resterons esclaves. Nous resterons esclaves de cette situation qui nous emprisonne tous. La République du Congo est devenue prison à ciel ouvert, comme je le dis souvent. Mais c'est à nous de changer cet état de choses. C'est à notre détermination. C'est à nous de poser à l'argument de la force de l'argument. Merci beaucoup. C'est maintenant ou jamais. Merci. Je voudrais terminer cette conférence de presse pour évoquer le volet social, relativement rapidement afin que les journalistes de la place puissent poser quelques questions. Comme l'a précisé au début de son intervention, le professeur Marion, nous sommes solidaires suite au sinistre du 4 mars. Nous considérons indécent le fait que la date soit retenue pour l'ouverture de la campagne, la date du 4 mars. Nous pensons plutôt que cette date devait être une date en commémoration suite au drame de Pilat. Et je tiens également à évoquer la situation des sinistrés du 4 mars, qui jusqu'aujourd'hui ont un problème de logement. Le site de Kintélé reste très éloigné et inadapté. Je voudrais également préciser que sur ce site, il y a un problème de centre de santé. La santé dans ces lieux est très précaire. Nous voulons également dire que nous avons été surpris de voir que sur la zone des constructions, des explosions de Pilat, il y a des maisons qui y sont, il y a des appartements, il y a des centaines d'appartements, mais nous ne comprenons pas pourquoi la priorité n'est pas donnée au site du 4 mars d'y accéder. Je crois qu'aujourd'hui, ces appartements sont encore vides et cela n'est pas du tout normal. Donc nous voulons évidemment que le problème de logement soit réglé pour les sinistrés du 4 mars. Nous voulons également évoquer dans l'aspect des problèmes sociaux que nous avons, c'est les expropriés de Kintélé. Vous savez comme tous qu'il y a une partie de la population qui a été expropriée suite à la construction des sites de Kintélé pour les Jeux africains. Jusqu'aujourd'hui, ces personnes demandent réparation, demandent d'être indemnisées et cela n'a toujours pas été le cas. Également, les Fouletés voudraient préciser que nous sommes toujours demandeurs en ce qui concerne les structures de santé qui ne sont toujours pas adaptées au Congo-Brazzaville. Il y a un problème dans nos hôpitaux, un problème d'oxygène, de manque d'oxygène. Il est inadmissible qu'en 2016 aujourd'hui que les malades aient un problème en allant dans les hôpitaux, un problème d'oxygène. Il y a également un problème en ce qui concerne les malades du cancer. La chimiothérapie reste encore un problème très cher. Donc nous demandons à ce qu'il y ait une prise en charge de tous les malades qui ont des problèmes de santé en général.
qu'il y ait une assistance sociale qui soit bien édifiée pour que les populations puissent sortir de cette précarité d'accès aux soins. Il y a également un problème qui reste récurrent, c'est le problème d'électricité. Le gouvernement avait annoncé la fin des délestages en 2013. Nous tenons à dire qu'aujourd'hui, le problème continue. Il y a également le problème d'eau, qu'il faut rappeler, c'est les mêmes problèmes que la société civile évoque depuis de longues années. Mais ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que nous constatons que dans la ville de Brazzaville, il y a des mares d'eau qui se créent, simplement parce qu'il y a des tuyaux qui sont percés. Et donc il y a perte d'eau, il y a des ruelles qui deviennent inaccessibles à cause de ces tuyaux percés. Et nous voulons donc qu'il y ait une amélioration en ce qui concerne la situation de l'eau. Aujourd'hui, nous avons constaté depuis un certain temps un autre problème. C'est le problème qu'il y a au niveau des consommateurs de la téléphonie mobile et Internet. Vous allez remarquer que lorsque vous faites vos appels, il y a un problème de réseau, il y a un problème de communication. Vous êtes obligé de faire un deuxième appel pour que vous puissiez atteindre votre personne de votre ligne. Donc nous considérons que cela n'est pas normal dans la mesure où le régulateur, qui est la structure RPCE, qui il y a quelque temps avait infligé une amende aux sociétés de communication, mais nous constatons que sur le terrain jusqu'à aujourd'hui, le problème n'a pas été résolu, ça reste un problème récurrent. Nous sommes également, en tant que Fulbé, solidaires aux structures des retraités de l'ONPD. Nous sommes scandalisés de voir les doyens de la République au niveau de la Grande Poste et au niveau du ministère des Finances s'organiser autour d'un orchestre pour faire du bruit, pour être entendus. Nous trouvons ça inadmissible. Je crois que nous demandons que le gouvernement de la République puisse commencer les négociations afin de savoir, afin de discuter avec ces retraités pour que des solutions soient trouvées. Parce que s'ils se mettent à l'extérieur, ça veut dire qu'ils ne sont pas reçus et nous trouvons que cela n'est pas acceptable. Cette indifférence n'est pas acceptable du tout. Il y a également un problème qui concerne nos familles, c'est le problème du panier de la ménagère. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui une augmentation des denrées alimentaires. Au Congo-Brazzaville, 5 oranges coûtent 2000 francs, ce qui n'est pas du tout normal. Et depuis longtemps nous en parlons, mais les solutions ne sont pas trouvées. Donc il faut résoudre ce genre de problème. Et encore une fois, nous ne comprenons pas comment le gouvernement de la République avait permis à investir dans les villages agricoles, dans les villages comme Cour. Jusqu'à aujourd'hui, les choses ne changent pas parce que les œufs restent excessivement chers. Donc il y a un travail également qui reste à faire sur cela. Les organisations de la société civile, les Fulbé, nous voulons exprimer également notre solidarité envers les étudiants congolais qui sont au Bénin. Nous avons appris avec amertume que les étudiants congolais boursiers au Bénin ont été expulsés de leur campus. Aujourd'hui, ils dorment devant le consulat. Cela est incompréhensible lorsque l'on considère que la jeunesse est l'avenir de demain. Il y a un autre point que nous voulons évoquer, c'est le problème des embouteillages. Vous constatez au niveau de Brazzaville que le problème des embouteillages n'a toujours pas été résolu. Nous ne comprenons pas comment le gouvernement de la République avait construit la voie de Kintélé afin de désengorger la circulation au niveau de Namakousou. Mais aujourd'hui, les transporteurs en commun n'arrivent toujours pas à utiliser la nouvelle voie de Kintélé qui leur est interdite. Donc nous demandons également qu'il y ait ouverture pour que les usagers des taxis, des bus puissent utiliser cette voie qui est tout à fait logique et normale. Mesdames, Messieurs, nous tenons à vous remercier encore une fois. Nous allons demander au porte-parole de donner le micro aux journalistes qui voudraient poser des questions. Merci à tous. Merci à tous.